Merci beaucoup, Fanny Ardant. C'est un honneur et un plaisir, j'ai le cœur qui bat un peu, de vous accueillir dans cette salle. C'est grâce en partie à Carole Belaïch qui est devant nous et qui viendra tout à l'heure nous rejoindre. Cette salle de cinéma est mythique. Comme ça, on dirait quelque chose comme la caverne d'Ali Baba dans laquelle va se dérouler tous les mystères. Donc, je suis très heureuse d'être là parmi vous. Je pourrais dire je connais ce cinéma. On va voir votre troisième long métrage dans un petit moment, qui est donc l'adaptation d'un livre de Jean-Daniel Caltassat. Et j'aimerais savoir ce qui s'est passé entre le moment où vous avez eu plaisir à lire ce livre, puisque vous aimez lire, et le moment où vous avez choisi de le mettre en mouvement, c'est-à-dire d'en faire un film. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le déclic? Je crois que les déclics, c'est obscur. C'est comme si on est toujours sur des starting blocks et qu'on attend quelque chose qui va casser la ficelle et qui fait qu'on va s'en aller. Donc, bien sûr que j'ai toujours été passionnée par les histoires russes et qu'en même temps, à l'intérieur de ma tête, je cherchais toujours un film pour Gérard Depardieu. Je voulais me retrouver avec lui sur un plateau. Je voulais partager ce moment. Donc tout d'un coup, quand vous me dites le déclic, j'ai lu ce livre. Ça correspondait à un sujet que je pourrais traiter facilement. Il y aurait une économie des moyens. Je ne me trouvais pas obligée de reconstituer toute une fresque où je savais que je n'aurais jamais les moyens. Et j'avais un rôle magnifique pour Gérard. Voilà, un ogre, un monstre, un personnage discuté et discutable, et un personnage shakespearien. Et donc tout d'un coup, il y a eu ce déclic, et puis il faut rendre à César ce qu'est à César, c'est-à-dire que quand j'ai écrit à l'auteur, l'auteur était plutôt surpris en disant pourquoi une fille comme elle s'intéresse à un roman comme celui-là. Vous voyez que c'est toujours tout obscur, le désir. Pourquoi Et alors il m'a très généreusement dit oui, que je pourrais l'adapter et le porter au cinéma. Et tout au long de l'aventure, écrire, faire plusieurs versions, trouver l'argent, le sortir, c'est long, vous savez. Et cet homme a toujours été comme un ange tutélaire. Il a toujours été avec une grande discrétion, une grande intelligence. Je cherchais pour le rôle de Lydia, c'est-à-dire une femme qui a pu vivre presque 30 ans comme la maîtresse de Staline, donc pas une jeune fille, une femme qui avait cru à l'utopie bolchevique, à l'utopie communiste, quelqu'un qui voulait changer le monde. Et il y a une femme intelligente, parce que pour pouvoir survivre plus de 28 ans auprès de Staline, il faut être forte. Et puisque Staline lui demande de jouer à ce jeu de la psychanalyse, il faut aussi que ça soit une femme assez cultivée. Et donc, je cherchais dans une actrice quelque chose de la séduction d'une femme, et en même temps, quelque chose de l'innocence de l'enfant. Donc, pour moi, chez Emmanuelle Seigner, il y a ce personnage très séducteur, comme ça, un regard fascinant, un regard trouble, et tout d'un coup quelque chose d'enfantin, qui ne sait pas très bien où s'est jouée la partie, et qui n'a pas compris les enjeux. Cette chose qu'avait aussi Paul Ami. Je voulais qu'ils se retrouvent avec leur dose d'innocence et leur dose de fourberie dans un jeu qu'ils n'allaient pas pouvoir dominer. Et je voudrais que vous nous parliez de ce que moi j'appelle un personnage d'un film, c'est le brouillard. Et le brouillard, c'était aussi comme je voulais situer cette histoire dans les années staliniennes, qu'on a appelé le siècle chien et loup. Parce que qui est le chien, qui est le loup? Où les franges entre l'héroïsme, la veulerie, le courage ou la lâcheté est très diffus, très... Il était une fois où les grilles s'ouvrent et les grilles se referment. Est-ce que je me trompe, mais j'ai ressenti un tout petit brin de nostalgie, je ne sais pas comment, peut-être de mélancolie, par rapport à cet échec de la grande utopie du XXe. Oui. Oui. C'est juste. Oui. Parce que maintenant, bien au chaud dans nos salons d'Occident, on peut porter des jugements, on peut donner des notes, comme je vous disais.
alors que ça a été la dernière grande utopie de l'humanité. C'était parti avec un rêve magnifique. J'essaye d'imaginer qu'est-ce qu'ont été tous les artistes au moment de la révolution bolchevique, qu'est-ce qu'ont été les femmes au moment de la révolution bolchevique, où on leur a donné le droit de vote, où les femmes pouvaient travailler de la même façon que les hommes. On a oublié tout ça, parce que tout d'un coup, toutes les révolutions finissent par être trahies. Toutes, même la Révolution française. Mais c'était un rêve. Quelle est la place que vous donnez au son dans ce film-là en particulier? Très fort. Oui. Très fort, parce que je voulais que, justement, dans les lieux dans lesquels il y a l'angoisse, la peur, la trahison, les portes aient un bruit très défini, le bruit des bottes, le bruit des marches sur l'escalier, tout devenait plus aigu. Vous savez, quand vous êtes comme les oiseaux enfermés dans les cages, tout prend une dimension plus forte. Et pour vous répondre pour le cœur, je pense que toutes les sociétés totalitaires ont tendance à mettre les gens en groupe, à les considérer comme une entité, comme du bétail, comme un troupeau. Donc, un peu comme dans une vision opératique, il y avait toujours un contre tous, ou un face à tous. Il n'y avait plus d'identité. Alors que pour moi, j'ai toujours pensé que l'humanité, c'était 1 plus 1 plus 1, que chacun était particulier. Or, la peur, ou la dictature, ou le fascisme, transforme les êtres en une foule. Tu as amené ce que je t'ai demandé? Moi sur le divan, et toi dans ce fauteuil-là. Moi, je me souviens de mes rêves, et toi, tu fais le charlatan. Pourquoi tu veux jouer à ça? Ça te fait peur d'entendre mes rêves? En ce temps de galette des rois, le président que je suis a trouvé la fève magnifique. J'ai une star. Une star dans un lieu que vous avez qualifié de romanesque, et c'est vrai que l'Éden est romanesque, et je suis très fier d'être le Ali Baba de ce lieu romanesque. Alors, nous avons l'habitude, quand nous recevons un acteur, une actrice, un réalisateur, de ne pas le laisser partir comme ceci. Alors, j'avais pensé vous offrir, dans cette salle que vous aimez déjà, j'avais pensé vous offrir un divan. Mais nous n'avons pas de divan. Alors, on va se contenter d'un siège à votre nom, en fait. Ah, merci. Vous serez avec nous. Ça me touche énormément. Vous êtes romanesque. C'est tout à fait ça, en plus. Écoutez, c'est très impressionnant d'être l'homme qui est à côté de la femme d'à côté. Merci. Je vais demander à Carole Belaïch de nous rejoindre maintenant. Alors, je suis ravie, vraiment très heureuse qu'elle soit là. Je tiens à dire que Carole, on a exposé les magnifiques portraits d'acteurs et d'actrices de Carole cet été à la Chapelle des Pénitents. Très belle expo qui nous venait du musée du cinéma de Turin. Et je remercie les services culturels de la ville qui ont réinvité Carole cette fois. Et puis surtout, il y avait un film qui accompagnait l'exposition, c'était Tatiana, mon amour. Comment vous est venue l'envie, à toutes les deux, de ce roman de Jeanne Béguin pour faire ce Tatiana, mon amour? J'ai rencontré Fanny, que j'ai photographiée il y a une dizaine d'années à peu près. Et puis, il y a, après une autre séance photo qu'on avait faite il y a, je sais pas, 4 ans, quelque chose comme ça, Fanny me dit faites un film, Carole. Faites un film, emmenez-moi dans des lieux que vous aimez, faisons un film ensemble. En fait, c'est comme ça que ça s'est passé. Et moi qui, d'abord, suis tombée très amoureuse de Fanny en la photographiant la première fois et qui ai envie de faire des films depuis finalement, depuis toujours, parce que j'ai été très influencée par le cinéma dans mon parcours, disons, je suis très cinéphile avant tout en fait. Elle m'a permis de me lancer dans le cinéma et
Et donc elle m'a donné un livre à lire comme ça. Elle me dit, lisez Eugène Onegin de Pouchkine, que je n'avais jamais lu évidemment. Ce qui voulait dire, faites un film avec une histoire d'amour terrible. Donc j'ai lu Eugène Onegin, qui est écrit en vers en plus, qui est quand même un gros livre, un livre énorme. Et je me disais, comment réduire ce livre à un film de quelques minutes? C'était une sorte de défi que je faisais lire à Fanny, et Fanny m'a rectifié des choses et m'a dit « Mais non, enfin, voyons !» Donc on est parti dans l'aventure de ce film qu'on a fait toutes les deux pratiquement, parce qu'elle m'a dit « Je suis libre telle semaine ». En fait, et c'était très proche, donc on n'avait pas le temps du tout d'aller chercher de l'argent, il fallait faire tout vite, donc on a fait ça, on était une équipe de 3 à la technique, ce qui était très peu. On avait un maquilleur, un coiffeur, qui étaient nos amis maquilleurs-coiffeurs qui ont accepté de nous suivre dans cette aventure. Et on a fait ça, moi je me suis lancée dans les premiers plans, donc les premiers plans de cinéma, c'est Fanny.